you. Dans le cloud public, vous avez des services PaaS qui vous sont proposés, des services SaaS, et on a aussi bien entendu les services IaaS historiques, qui représentent les machines virtuelles, le compute. Pour accéder à une machine virtuelle, on va pouvoir manager son système d'exploitation. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est justement comment gérer au quotidien les machines virtuelles qui sont déployées dans Azure. Avant de commencer, petit rappel sur ce qu'est une machine virtuelle. Une machine virtuelle, c'est un système d'exploitation qui est instancié sur un hyperviseur. Cet hyperviseur, il peut être soit un ESXi fourni par VMware, soit de l'Hyper-V fourni par Microsoft, mais dans tous les cas de figure, il est hébergé sur une machine physique et il va partager les ressources de celle-ci entre ces machines virtuelles. La machine virtuelle est stockée dans un disque dur virtuel au format VHD, VHDX de Microsoft ou même VMDK de VMware. Dans Azure, on ne peut stocker des machines virtuelles qu'au format VHD. Une machine virtuelle Azure n'a que peu de différence avec une machine virtuelle on-premise, si ce n'est que dans un réseau on-premise, vous pouvez utiliser la console de virtualisation pour accéder à la VM quand bien même son OS ne serait pas disponible, alors que dans Azure, cette fonctionnalité n'existe pas. Les VM sont hébergées dans une infrastructure Hyper-V gérée par Microsoft. Cette dernière supporte les générations 1 et les générations 2. Mais qu'est-ce qu'une génération ? Une génération délimite le matériel virtuel ainsi que les fonctionnalités fournies par l'hyperviseur à votre machine virtuelle. Pour terminer sur cette brève introduction de ce que font les machines virtuelles Azure et ce qu'elles ne font pas, sachez que vous pouvez bénéficier en fonction de la taille choisie de ce qu'on appelle le nested mode. Qu'est-ce que c'est ? En gros, vous allez faire de la vertu dans de la vertu. C'est-à-dire que vous allez installer sur une VM Azure le rôle Hyper-V pour, encore une fois, émuler une machine virtuelle sur une VM Azure. Au niveau des systèmes d'exploitation pris en charge dans Azure, vous allez pouvoir instancier des VM à base de Windows Server, donc Windows Server 2016, 2019, etc. Mais aussi des Windows 10, des Windows 11, donc pour les postes de travail, et bien entendu tout ce qui est système d'exploitation Linux. Donc là on va retrouver du Red Hat, du SUSE, de l'Ubuntu, du Debian, etc. Vous pouvez instancier des machines virtuelles à base d'architecture 32 ou 64 bits. La mise à niveau d'un système d'exploitation Windows Server n'est pas prise en charge dans Azure, mais inversement, pour une distribution Linux, vous pourrez mettre à niveau l'OS. Sachez aussi que vos machines virtuelles Windows ou Linux ont toujours un disque qui correspond au système d'exploitation, un disque temporaire dont la taille dépend de la taille de la VM que vous aurez choisi à sa création, et enfin des disques de données, et chaque disque de données que vous avez rajouté peut avoir une volumétrie jusqu'à 32 téraoctets. Quand vous créez une machine virtuelle dans Azure, vous devez spécifier sa taille. Sa taille va définir le nombre de CPU et RAM qui vont lui être alloués, mais aussi des fonctionnalités telles que le nombre de cartes réseau que je vais pouvoir lui ajouter ou le nombre de disques de données que là aussi je vais pouvoir lui rajouter. Les tailles correspondent donc à des besoins et elles sont associées à des lettres de l'alphabet. A et B pour des petits besoins, pour des workloads avec peu d'accès, et on va avoir des VM de type N où là on va avoir un processeur graphique par exemple qui est embarqué, qui est performant et qui va vous permettre de faire du streaming sur des machines virtuelles Azure. Je vous mettrai le lien vers ce tableau dans le descriptif de la vidéo. Pour créer une machine virtuelle dans Azure, je dois d'abord choisir un groupe de ressources qui l'accueillera. Dans mon cas, ça va être RGDemo ATT. Puis j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Créer et choisir le système d'exploitation dans la place de marché. Donc ce système, ça peut être du Windows Server 2019, du Red Hat, du SUSE, de la Debian, etc. Dans mon cas, je vais choisir Windows Server 2019. Je nomme ma VM W2K 2019, puis la région dans laquelle je vais l'installer. Je choisis ces options de redondance, par exemple de l'Availability Zone ou de l'Availability Set qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et puis, je choisis donc le système d'exploitation. Une fois que c'est fait, on passe à la taille. Dans la taille, on voit que différentes tailles sont proposées pour supporter ma VM et que plus la taille va être grande, plus le nombre de CPU et de RAM associés à ma VM va être important et plus je vais pouvoir rajouter des disques de données, etc. etc. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Et dans mon cas, je vais choisir une DS1 V2 et cliquer sur le bouton sélectionner. Ensuite, je dois spécifier un compte local qui va être administrateur de ma VM. Et ce compte local, il ne doit pas être nommé admin ou administrateur. Je spécifie un mot de passe à ma VM. Ce mot de passe doit faire 12 caractères minimum. Puis ici, je vais pouvoir configurer le port d'administration. Donc Azure me propose d'ouvrir le port 3389 sur le Network Security Group, le firewall associé à ma VM.
si vous possédez une licence on-premise du système d'exploitation Windows Server, et puis qu'en plus vous avez souscrit à l'offre Software Assurance de Microsoft, vous allez pouvoir réutiliser cette licence on-premise à la création de cette VM Azure, ce qui va vous permettre de réduire fortement le coût de cette VM au quotidien. Et concrètement, c'est basé sur un modèle déclaratif et il suffit de cocher cette petite case en bas. En cliquant sur le bouton suivant disque, vous allez pouvoir ajouter des disques de données à votre machine virtuelle en cliquant sur créer un disque et l'attacher. Là concrètement, vous allez définir la taille du disque de données parmi 4 jusqu'à 32 téraoctets disponibles. Et dans mon cas, je vais choisir de rajouter un disque de données de 1 Tera. Et puis à partir de là, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton OK. Et lors de l'instanciation de ma machine virtuelle, Azure va rajouter un disque de données de 1 Tera. Cliquez maintenant sur le bouton suivant, mise en réseau. C'est ici que je vais pouvoir rattacher ma machine virtuelle à un subnet qui s'appelle default dans mon cas, d'un VNet qui s'appellerait rgdemoatt-vnet. Et puis vous le voyez, par défaut Azure vous propose d'associer à votre machine virtuelle une IP publique et aussi de rajouter à la NIC de ma VM un NSG, un Network Security Group. C'est un firewall qui va filtrer les flux entrants et sortants sur cette VM. Ici, dans les autres options qui restent, je vais pouvoir configurer comment accéder à ma machine virtuelle depuis un réseau distant type Internet. Là, dans ces cas-là, on voit bien que ça serait par le port 3389, ce qui n'est pas très sécurisé. Et puis, on va pouvoir définir, si ma VM fait partie d'un pool de VM qui supporte le même applicatif, le NLB, le Network Load Balancer, qui va répartir la charge entre mes VM. En cliquant sur le bouton suivant administration, je vais pouvoir définir le compte de stockage qui accueillera les journaux diagnostiques au démarrage de ma VM. Et puis, option très intéressante à connaître, je vais pouvoir m'authentifier sur ma VM à l'aide de mon compte Azure Active Directory. Donc ni plus ni moins qu'à l'aide de mon email professionnel. Ici, dans les options à connaître, on voit qu'on peut planifier l'arrêt automatique de ma VM par défaut tous les soirs à 19 h. Et puis, on va pouvoir aussi, lors de la création de la VM, la backuper, la sauvegarder dans un Recovery Service Vault. Cliquez ensuite sur le bouton suivant, paramètres avancés. On va pouvoir rajouter des extensions à ma VM. Alors une extension, c'est quoi? C'est un logiciel souvent fourni par un éditeur tiers. Ça peut être un antivirus, ça peut être un firewall que vous voulez installer juste après la création de la VM, et ce de manière automatisée en ajoutant la licence à l'installation du logiciel. Donc une fois qu'on a défini les extensions éventuelles, on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton Vérifier, créer et sur le bouton Créer pour créer la machine virtuelle. Et au bout de quelques minutes, celle-ci sera disponible dans Azure en accès RDP à distance. Maintenant que ma VM est créée, je vais m'y connecter. Je clique sur le bouton Accéder à la ressource. Je clique sur Connecter RDP. Je vais télécharger le fichier RDP qui contiendra, vous voyez, l'IP public de ma VM et le port 3389 pour y accéder. Une fois que le fichier RDP est téléchargé, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Connect, sur le login et le password de ma VM et cliquer sur le bouton OK. Après quelques instants, comme vous le voyez, je suis authentifié sur ma VM et je vais pouvoir la manipuler, créer des fichiers, des dossiers, installer des logiciels comme n'importe quelle machine virtuelle, sauf que celle-ci, elle est hébergée dans Azure. Pour terminer cette courte introduction à la machine virtuelle dans Azure, sachez que dès lors où vous allez en créer une, vous allez être facturé selon différents critères. Par exemple, la bande passante en sortie vers vos utilisateurs va vous être facturée, mais aussi la taille de votre machine virtuelle. Plus cette taille est élevée, plus cette machine virtuelle va vous coûter cher chaque mois. Et puis le nombre de disques de données que vous allez rajouter, si vous allez backuper ou pas cette machine virtuelle. Bref, vous l'avez compris, beaucoup de critères sont pris en compte pour vous facturer la machine virtuelle chaque mois.